nous ne vous remercierons jamais assez. Vous avez toujours répondu présent à chaque fois que le peuple sénégalais a besoin de vous. Je suis entouré de mes deux frères, Saher Laye Sey, qui est vice-président de la CLP, et Amadou Diagne, qui est l'administrateur chargé des élections du parti. Donc, nous avons demandé à rencontrer la presse aujourd'hui. Malheureusement, comme il l'a dit, nous avons perdu 3 personnes qui nous sont très chères. La maman du roi du Maroc, dont le cousin du nom de Mohamed Mernissi est un ami très proche, un ami du Sénégal, devrais-je dire. Il a beaucoup aidé le Sénégal et les Sénégalais. Baba Diaw, c'est un grand frère personnellement à moi, mais c'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à tout le pays. C'est valable également pour Serigne Atex Mbacké. J'en profite pour présenter nos condoléances à Serigne Assane Mbacké, que vous connaissez tous, parce qu'il est dans l'arène politique, vous le connaissez très bien, et c'est son père, mais également à notre sœur Woré Sarr, nekk taalibe Serigne Fallou bu ñëpp ràññee. Ceci dit, et pour en venir à notre rencontre d'aujourd'hui, je rappelle que notre pays, le Sénégal, traverse une situation difficile, très difficile même, qui peut déboucher sur une crise institutionnelle dont les conséquences peuvent être incalculables pour le pays. Quand il y a donc des situations difficiles, il ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. Il faut regarder la réalité en face, il faut prendre ses responsabilités et les assumer pleinement et entièrement pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. L'histoire sert à quelque chose. L'oublier est la pire des ignorances. Voilà pourquoi je rappelle ici et maintenant 2 faits majeurs qui ont marqué l'histoire de l'humanité d'autre part et également l'histoire de notre pays d'une part et d'autre part. Quand je parle de l'histoire de l'humanité, je pense à Adolf Hitler pour dire que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Hitler n'est pas venu au pouvoir par un coup de force. Il a dirigé un parti, il a été à des élections démocratiques qu'il a gagnées très largement, adulé par tout un peuple et surtout par la jeunesse allemande de l'époque. Mais une fois installé au pouvoir, a commencé une crise intense entre les institutions et Hitler lui-même qui incarnait l'exécutif parce que président de la République. Il a terminé, il a fini par dissoudre toutes les institutions et créer ce qu'on appelle des institutions d'exception. Mais il avait commencé par museler et liquider la presse. Ça, il faut bien le retenir. Ce n'était peut-être pas son souhait, mais il s'était engagé dans un combat contre justement les tenants les dirigeants de ces institutions-là. Et comme on a l'habitude de dire, un corps attaqué se défend. Quand on se défend, on utilise les armes qui sont à votre disposition. Et malheureusement, il a déclenché une guerre mondiale qui a été une catastrophe pour l'humanité, un désastre. Chez nous, je rappelle qu'en 1962, une crise opposait le président du Conseil à l'époque, Mamadou Dia, c'est ce qu'on appelle Premier ministre aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Et à un moment donné, les députés ont voulu se réunir pour voter une motion de censure contre le gouvernement dirigé par le président Mamadou Dia à l'époque. Les gendarmes sont venus à l'Assemblée, ils les ont délogés. Ils ont délogé tous les députés qui sont allés se réunir chez le président Lamine Gueye pour voter leur motion de censure pour destituer le gouvernement. L'armée était divisée, la police qu'on appelait communément les gardes républicains était également divisée, les gendarmes étaient divisés et finalement ça a donné ce que d'aucuns ont appelé le coup d'état de Mamadou Dia. D'autres vous diront qu'il n'y a jamais eu de coup d'état. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec le président Mamadou Dia de cette question-là. Parce que pour la petite histoire,
il y a un de ses partisans qui l'avait quitté. À l'époque, il était dirigeant du MSU. Et ce partisan avait fait un papier violent contre le président Mamadou Dia. Papier auquel j'avais répondu pour le défendre sans être un militant du MSU. Il m'avait fait appeler et il m'avait reçu à la zone B. Et ce jour-là, il me disait, je vous fais l'honneur de vous recevoir dans ce que j'appelle le grenier du patriarche. C'était sa bibliothèque. Et il me disait ce jour-là, jusqu'au jour du procès, je croyais que Léopold n'allait pas me lâcher. C'est quand la sentence a été prononcée, c'est quand il a été condamné, parce qu'ils avaient été arrêtés, j'ai oublié de le dire, lui, Waldo Djondia, Joseph May et d'autres camarades, ils avaient été arrêtés. Il me dit, c'est quand la sentence a été prononcée et qu'on nous a mis dans un avion pour nous amener à Kédougou que j'ai senti que véritablement Léopold, comme il l'appelait, Léopold m'avait lâché. Ce rappel est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire sert à quelque chose. Il est dangereux dans un pays que des institutions se mettent en crise, en conflit. Et comme vous le constatez, ces deux exemples doivent nous inspirer pour nous permettre d'envisager l'avenir avec plus de personnel, de responsabilité. Je l'ai dit tantôt, un corps attaqué se défend. Et en se défendant, chacun utilise les moyens qui sont à votre disposition. Vous le constatez dans le cas du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons un premier ministre à couteau tiré avec l'Assemblée nationale. Des députés qui menacent de voter une motion de censure. Des députés qui menacent de tripatouiller la Constitution pour que le président n'ait plus la possibilité constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée et que l'Assemblée ne puisse plus voter une motion de censure. Un premier ministre qui ne reconnaît pas l'Assemblée et l'Assemblée également qui ne reconnaît pas son premier ministre parce que quelque part, comme ça a été dit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il ne figure plus le nom du premier ministre. Donc vous le constatez, c'est un conflit qui s'est installé. Je le dis, je le répète, je suis un démocrate. Avec certains de nos camarades, toute notre vie durant, nous avons lutté pour l'avènement d'une démocratie véritable dans ce pays. Je rappelle toujours, quand nous avions commencé à faire de la politique, derrière notre maître Abdoulaye Wade, c'était vers les années 1975, nous avons vécu la perte de parti unique de fait, c'était l'UPS. Nous avons vécu la perte d'un seul journal, c'était le quotidien Le Soleil. Dakar Matin est devenu Le Soleil. Une seule radio, qui était Radio Sénégal, une seule télévision qui était la RTS. Je suis heureux de voir aujourd'hui la RTS parmi nous. Nous nous sommes battus pour l'avènement justement de cette démocratie. Donc, sur ce plan-là, véritablement, moi je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je n'ai plus non plus, je n'ai pas la prétention non plus de donner des leçons à qui que ce soit, mais en tant que Sénégalais, en tant que citoyen sénégalais, en tant qu'acteur politique, je ne dis pas que nous avons le devoir, mais nous avons l'obligation de nous prononcer quand notre pays se trouve à la croisée des chemins. C'est cette posture qui m'amène à demander aux hommes politiques que nous sommes de savoir raison garder. Le pays n'appartient pas aux seuls hommes politiques. Il y a d'autres couches plus nombreuses et non moins importantes. Vous avez la société civile, vous avez les étudiants, les élèves, les paysans, les pasteurs, les syndicats, les forces de sécurité et de défense, et j'en passe. Donc, il faut arrêter avant qu'il ne soit tard. Rien ne nous donne le droit d'avoir droit de vie et de mort sur tout le monde et sur tout. Au nom de quoi? Ce sont les hommes politiques qui doivent décider de tout et pour tout le monde, à tout moment et en toutes circonstances. Comme on dit en Wolof, donc il faut arrêter cette politique du bord de l'abîme. Comme deux enfants qui sont au bord du feu, chacun pousse l'autre pour qu'il tombe dans le feu. En définitive, tous les deux risquent de se retrouver dans le feu. Donc il faut arrêter avant qu'il ne soit tard. Il faut renforcer nos institutions. Il faut travailler également à avoir une assemblée de rupture, une assemblée élue par les Sénégalais eux-mêmes. Et il faut le dire, tout gouvernement
a besoin d'une majorité pour appliquer la politique pour laquelle, justement, ce gouvernement a été élu par le peuple. Le peuple également a besoin d'avoir une assemblée crédible, démocratiquement élue, des députés élus par les populations elles-mêmes et non des députés élus par un président ou par un leader de parti. Je reviendrai tout à l'heure. Pour toutes ces raisons, je demande solennellement au chef de l'État de prendre toutes les dispositions et d'annoncer aux Sénégalais la dissolution de l'Assemblée nationale dès le mois de septembre, parce que c'est constitutionnellement possible. Aussi, je demeure convaincu qu'une déclaration de politique générale du Premier ministre, dans les conditions et contextes actuels, n'est pas opportune. Je suis cohérent. On ne peut pas demander la dissolution de l'Assemblée nationale et au même moment demander à un Premier ministre d'aller faire une déclaration de politique générale. La raison, elle était très simple. On ne peut pas faire une déclaration de politique générale au mois de juillet ou au mois d'août, sachant qu'au mois de septembre ou au mois de novembre, l'Assemblée nationale va être dissoute. Parce qu'en vérité, la déclaration de politique générale, c'est quoi? C'est un Premier ministre qui vient décliner sa feuille de route pour dire que pour les 5 prochaines années, voilà ce que je vais faire pour notre pays. Il n'est pas souhaitable non plus, et je l'ai dit, que le gouvernement ne puisse pas compter sur une Assemblée nationale où il est majoritaire pour respecter les engagements qu'il avait pris devant les Sénégalais. Et en allant à ces élections législatives auxquelles nous appelons, deux choses peuvent se produire. Parce que nous tous aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais en tout cas se disent, nous avons regretté d'avoir élu les acteurs dirigeants du pays. Beaucoup le disent. Alors, si nous allons à des élections législatives, deux choses peuvent arriver. Ou les Sénégalais vont dire, c'est nous qui avons élu Diomaye Faye comme président de la République, nous voulons qu'il continue à travailler, nous lui donnons une majorité à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas, il a les coups de franche pour dérouler la politique pour laquelle il a été élu. Soit les Sénégalais vont nous dire, écoutez, nous avons élu ces gens-là, nous pensions qu'ils sont en mesure de faire telle ou telle autre chose. Maintenant, nous constatons que ce n'est pas le cas. Nous donnons à l'opposition la majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui va créer, pour la première fois dans ce pays, une cohabitation. C'est ce qui risque d'arriver en France à partir de lundi. Une cohabitation, parce que tous les sondages montrent que le président de la République, Emmanuel Macron, risque de ne pas être majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais la vie continue. Donc, de deux sur l'une, les Sénégalais vont confirmer le vote en élisant le président Diomaye Faye. Ou les Sénégalais vont dire non, on s'était trompé. Nous donnons la majorité à l'opposition. Et dans ce cas, l'opposition forme son gouvernement et le président va continuer à gouverner pendant 5 ans. L'un dans l'autre, c'est le Sénégal qui gagne, c'est le pays qui gagne. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes pour la deuxième option. Et nous travaillons d'arrache-pied pour imposer, je dis bien pour imposer au gouvernement actuel une cohabitation dès les prochaines élections législatives. Nous sommes en train de mettre en place un large front. C'est ni le moment ni le lieu d'en parler, parce que beaucoup de responsables de ce front-là ne sont pas dans cette salle, mais d'ici quelques jours, ils vont venir à la rencontre de la presse, donc des Sénégalais, pour dire voilà notre feuille de route. Il s'y ajoute qu'en allant à des élections anticipées telles que nous le souhaitons, nous réglons une question essentielle. C'est d'avoir les élections nationales, c'est-à-dire législatives et présidentielles, organisées en une seule année. Parce que voilà un pays qui, depuis 1993, vit de campagne électorale. On a élu un président en 1993, en disant dans 1 an, dans 2 ans, nous allons à des élections législatives. On ne laisse pas ce président travailler. On est en campagne électorale pour préparer les législatives. Au lendemain de ces législatives,
on prépare la présidentielle qui arrive en 2000. En 2000, il y a une alternance. On a préparé des élections législatives aussitôt après. Après ces élections législatives, 2 ans après, il fallait partir à des élections, à une élection présidentielle. Et ainsi de suite. Chaque année ou chaque 18 mois au Sénégal, on a des élections. Un pays ne peut pas vivre d'élections. Un pays ne peut pas vivre de campagne électorale. Parce que les gens sont en campagne électorale. Or, si nous réussissons à organiser en une année, à quelques mois d'intervalle, mais en une année, des élections législatives et une élection présidentielle, pendant 4 ans, nous n'aurons plus d'élections nationales. Le gouvernement élu aura le temps de travailler, l'Assemblée nationale aura le temps de travailler, les maires également auront le temps de travailler dans les localités respectives et de faire leurs preuves. Par contre, et nous avertissons, toute tentative de tripotage de la Constitution ou toute tentative de corrompre et de récupérer des députés dans le contexte actuel pour les amener à renforcer la majorité présidentielle serait une violation flagrante de notre Constitution et une trahison du peuple sénégalais qui a voté et adopté la Constitution et aujourd'hui la Constitution du Sénégal. Et pour aller à des élections législatives, nous réitérons des propositions que nous avons toujours faites. Il faut que la classe politique ait le courage de combattre à visage découvert. On ne peut pas créer un parti politique et dire que je ne vais jamais à des élections. Nous avons près de 500 partis politiques au Sénégal. À chaque élection, c'est des coalitions qui se forment. Jean va trouver Paul, Marine va aller avec Demba, Aïda va aller avec Fatou. Pour quel résultat? Essayer d'avoir un poste de député à l'Assemblée nationale. Essayer d'avoir un poste de ministre. Essayer d'avoir un poste de président du conseil d'administration ou de directeur général. Il faut mettre un terme à ça. Il faut interdire systématiquement les coalitions en cas d'élection législative. Un parti qui n'ose pas aller à des élections n'a qu'à disparaître. C'est un mur. Tu t'entraînes dans une plage, tu def contact, ça n'a aucun sens. Donc tout parti politique qui n'accepte pas d'aller à ces élections-là, après avoir fait le parrainage, doit disparaître. Deuxièmement, tout parti politique qui va à ces élections-là et qui n'obtient pas un député doit disparaître. On a 500 partis politiques au Sénégal. Tous les jours, tout le monde est chef de parti. Des partis qui ne font pas de réunions, qui ne font pas de congrès, qui ne font absolument rien. Si on a des meetings de temps en temps, quand le ministre de l'État convoque une réunion, chacun vient en disant je suis chef de parti et les chefs de parti sont d'égale dignité. Il faut mettre un terme à cela, ne serait-ce que pour respecter les Sénégalais. Et quand ces deux conditions seront réunies, les partis qui auront des représentants, au moins un représentant à l'Assemblée nationale, ces partis pourront être financés par l'État. Parce que depuis plus de 20 ans, on parle de financement des partis politiques, mais personne ne peut le faire. Comment on va financer 500 partis politiques? Surtout des partis qui ne vont jamais à des élections qu'on ne connaît même pas. Ensuite, je l'ai dit tantôt, il faut arrêter d'avoir des députés du président de la République ou des députés de leader. Ce que je veux dire, vous avez toujours entendu des députés, même député président là. Du temps du président Senghor, on le disait. Pour la petite histoire, on nous raconte que Senghor était allé voir Serigne Fallou qui lui a dit « Défendons sans député ». Il y a un président qui Djangoul. Serigne Fallou qui dit « Voilà la perception que nous avons de députés. Après Senghor, nous avons pensé que ça allait changer. Abdou évolue, c'est devenu pire. C'est pour la première année qu'on a vu à l'Assemblée des députés, ne sachant ni lire ni écrire. Et il faut être sérieux. Nous travaillons avec des textes qui sont écrits en français. Les lois, les projets de loi sont écrits en français. Alors, mais quand vous plaisez au leader du parti, il termine numéro 1, numéro 2 de la liste. Vous plaisez au président de la République, il termine numéro 1, numéro 2 de la liste. Même si les gens ne te connaissent même pas, tu as des chances d'être député. Donc, nous avons dit qu'il faut supprimer la liste nationale. Élire tous les députés au scrutin uninominal à 2 tours. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple du département de Dakar. Dakar élit chaque année 7 députés. Et chaque liste qui a une carte de plus rafle les 7 députés. Ça veut dire que vous pouvez avoir 10% de l'électorat
et prendre des 7 députés. Parce qu'on a par exemple 10, 15 candidats, 15 listes. Votre liste à 10%, l'autre à 9%, l'autre à 7%, l'autre à 0,1%, l'autre à 0%, ainsi de suite. Donc sur 100 électeurs, il n'y a que 10 qui ont voté pour vous et vous prenez les 7 députés du département de Dakar. Est-ce que c'est de la démocratie? Non. Pour une fois, nous pouvons copier ce qui se passe en France. Nous avons 7 députés à Dakar, il faut découper le département de Dakar en 7 zones. Je donne un exemple, Plateau Médina, c'est une zone. Je dis n'importe quoi, Ngor Fokam, c'est une zone. Parcelles Asseni Cambérène ou Parcelles Asseni Grand Yoff, c'est une zone. Cambérène Yarakh, c'est une zone. HLM Koloban, c'est une zone, ainsi de suite. Dans chaque zone, on élit un député par les populations, comme ça se fait aujourd'hui avec les maires. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont élus au suffrage universel direct. Les HLM savent pourquoi ils ont élu un maire. À Gueltapé, ils le savent. À la Médina, ils le savent. Pourquoi on le fait pour les maires et on ne peut pas le faire pour les députés? Donc, nous proposons la suppression du salaire, de la liste nationale et l'élection de tous les maires, de tous les députés au suffrage universel à 2 tours. L'autre proposition qui fait jaser les députés, c'est la suppression du salaire des députés. Ils n'en ont pas droit. Il faut remplacer le salaire par des indemnités de session. Vous avez toujours vu à l'Assemblée nationale des lois qui sont adoptées avec 30 députés sur les 165. 30 députés, ou même moins de 30 députés. Nous avons dit qu'il faut supprimer le salaire. À la place, on fait quoi? Vous êtes médecin. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un médecin élu à l'Assemblée nationale, il fait son bureau, il vient à l'Assemblée, on lui donne une chambre à l'hôtel des députés, il s'installe avec sa voiture et tout. Au même moment, dans le pays, il manque de tout, il manque de médecins, il manque autre chose. Il n'y a personne pour soigner les malades. Le médecin, lui, il est là couché. Sachant que, j'ai pris l'exemple du médecin, je peux prendre d'autres exemples, l'enseignant, le journaliste et tout le monde. Sachant que les députés sur 12 mois ne travaillent pas 3 mois. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, nous avons dit, vous êtes médecin, vous êtes enseignant, vous êtes, continuez à exercer votre profession. À la fin du mois, vous touchez votre salaire de médecin, d'enseignant ou de je ne sais quoi. Et si l'Assemblée est convoquée, vous allez en session. Et à la fin de chaque session, on vous paye des indemnités. Ces indemnités peuvent être même supérieures à un salaire. Mais au moins, vous les avez mérités. Parce que vous avez travaillé. Et ça vous permet également de rester collé aux populations. Mais il y a beaucoup de députés, après, à la fin du mandat, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Parce que pendant 5 ans, dans de Djolof, ils sont restés là. Exceptionnellement, vous dites à l'année de Mouat. Donc, il faut que le député mérite son salaire. Le député, le poste de député, c'est quelque chose de louable, de noble, d'important dans un pays. Mais on l'a décrédibilisé au Sénégal. Les Sénégalais ont l'impression que le député ne sert à rien du tout. Sinon, on va bouffer de l'argent à applaudir. C'est pourquoi j'ai dit que ces réformes que nous proposons, qui ont l'air d'être une révolution, vont être critiquées, attaquées et insultées même par certains hommes politiques comme nous, qui ne sont guidés que par des intérêts personnels, qui veulent être députés, veulent conserver leur mandat de député. Mais les populations qui ont les maigres ressources qui permettent de payer un député, d'entretenir un député, ces populations seront totalement en phase avec nous parce que nous avons beaucoup de discussions à travers le pays avec ces mêmes populations pour savoir exactement ce qu'elles pensent des députés à l'heure actuelle. En ce moment précis, je voudrais m'adresser solennellement au chef de l'État sur 2 questions précises. Dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, sur le port et tant d'autres, des contrats sont résiliés ou suspendus. Et pourtant, c'est des Sénégalais qui travaillent. Des jeunes, des femmes, des pères de famille, qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. Uniquement parce qu'un régime a changé, un nouveau régime est venu. Et pourtant, ce sont des Sénégalais comme nous tous. Moi, je peux comprendre qu'on me dise, nous faisons l'audit d'une entreprise. À la fin de l'audit, à la fin de l'inspection, les inspecteurs, les auditeurs vous disent, écoutez, votre entreprise fait travailler 500 personnes. Ce n'est pas nécessaire. Le budget ne peut pas le soutenir. Donc, réduisez à 400, réduisez à 200, réduisez à 300.
nous l'aurons compris et accepté. Mais on ne va pas dire à quelqu'un, nous suspendons votre contrat, ou nous résilions votre contrat, en attendant de voir comment la société a été gérée. Ça a tout l'air d'une politique de népotisme. Et je pense que ce n'est pas bon parce que nous sommes tous des Sénégalais. On n'a pas enlevé des Sénégalais pour mettre des Français, des Allemands ou des Américains. Donc, pour cette question-là, je demande solennellement au président de la République et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, de revoir cette question avec beaucoup de diligence. De laisser les gens qui ont des contrats. Si un contrat a duré déterminé, par exemple, laissez le contrat durer et continuer jusqu'à la fin. S'il faut le changer, on le change, il n'y a pas de problème. Si un contrat a duré indéterminée, vous laissez l'intéressé continuer à faire son travail. Donc, c'est l'appel que je lance sur cette question-là. La deuxième question est relative à la presse. Aujourd'hui, nous le savons, toutes les maisons de presse ont des difficultés. En commençant même par la RTS, qui est pourtant un média d'État. Les autres n'en parlons pas. Parce que la RTS est tenue par les fonds des populations. Mais malgré tout, la RTS a des difficultés. Les autres n'en parlons pas. Et pour beaucoup, leurs comptes sont bloqués. On bloque les comptes de la presse. Qu'est-ce que ça donne? Ça crée le chômage. Ou des pères de famille qui, à la fin du mois, ne perçoivent pas le salaire. Des mères de famille qui ne perçoivent pas le salaire. Ils ne sont pas en mesure de faire face à des dépenses quotidiennes. Certains sont menacés d'expulsion. D'autres l'ont déjà été. Ils ne peuvent pas nourrir les familles correctement. Je pense que là aussi, le président de la République et le premier Ousmane Sonko, en tout cas, je le lance un appel pour revoir cette situation-là. La presse a participé à tous les combats pour l'avènement d'une démocratie dans notre pays. Je le rappelais tout à l'heure, ça est témoin, au début du PDS, quand il y avait un communiqué du secrétariat national, ou du bureau politique, ou du secrétariat exécutif, ou une directive du secrétaire général, on prenait des papiers, photocopiés, on va à la gare routière, il y a un Kédougou, tu donnes à tel, toi Tamba, toi Ziguinchor, toi ceci, toi cela. C'est quand il y a un pluralisme au plan médiatique que ces questions ont évolué. La presse n'est contre personne, elle n'est avec personne. La presse n'est contre personne, elle n'est avec personne. La presse a contribué à l'avènement de cette démocratie. La presse a contribué à toutes les alternances que nous avons connues dans ce pays. Que ce soit avec Abdoulaye Wade, que ce soit avec Macky Sall, que ce soit aujourd'hui avec Bassirou Diomaye Faye. La presse est une sentinelle de la démocratie. La presse est un acteur de développement, mais la presse crée également des emplois. On ne peut pas venir pour dire je donne des emplois aux jeunes et tu mets les jeunes au chômage. Là aussi, véritablement, c'est un cri de cœur que nous lançons au président de la République et au Premier ministre pour prendre en compte cette question-là. Je m'adresse maintenant à des intellectuels universitaires et autres qui, il y a de cela quelques mois, 4 mois, 5 mois, avaient fait une déclaration pour dire que le président Macky Sall n'avait pas droit à un autre mandat. Ceux-là sont devenus aphones. Et j'ose espérer qu'il n'avait pas créé ce groupe, qu'il ne s'était pas réuni uniquement pour se prononcer sur cette question-là. Parce que la création de ce groupe avait fait naître beaucoup d'espoir dans ce pays-là. Je ne peux pas comprendre tout ce qu'il y a comme intellectuels, cadres, universitaires, syndicalistes, tous dans ce pays. Tout le monde se tait. Au moment où on parle de crise à l'Assemblée nationale, au moment où on parle du gouvernement, au moment où le pays est traversé par des difficultés de toutes sortes. Je leur lance un appel pour les inviter à la réflexion et les inviter également à prendre la parole et à dire aux Sénégalais, selon eux, quelle est la direction à prendre. Nous pensons que c'est extrêmement important aujourd'hui de les entendre. Je remercie du fond du cœur
des chefs religieux qui, depuis une dizaine de jours, mes amis sont témoins, soit ils nous ont appelés, soit ils nous ont reçus chez eux pour nous demander de prendre la parole et de donner notre point de vue sur ce qui se passe au Sénégal. Je peux témoigner ici de leur engagement pour le développement économique, social de notre pays. C'est tout ce qui les intéresse. J'en profite également pour remercier d'autres Sénégalais qui ne sont pas dans des partis politiques, mais qui nous ont soutenus et encouragés. Certains ont même financé la conférence de presse que nous tenons aujourd'hui en louant cette salle et en faisant d'autres dépenses pour nous dire nous ne sommes pas dans la politique, c'est le Sénégal qui nous a. Allez-y, parlez pour nous. Nous n'allons pas les citer. Ils se reconnaîtront à travers nos propos, mais c'est des Sénégalais qui aiment ce pays, mais qui veulent rester dans l'anonymat. Nous les remercions très sincèrement au nom de tous. Je termine par dire, Inch'Allah, lundi à 12h, nous nous rendrons à la présidence de la République pour remettre ce document à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que ça contient pour nous des propositions importantes. S'il nous fait l'amabilité de nous recevoir, nous nous remettrons main à main en nous disant ce que nous pensons. Nous n'avons pas demandé d'audience. Nous estimons que nous sommes des acteurs politiques. Nous sommes aussi responsables que tout le monde. Donc nous pouvons prendre l'initiative d'aller remettre ce dossier-là au président de la République. S'il ne peut pas nous recevoir pour diverses raisons, que nous comprendrons, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Parce que quand même nous comprenons les charges d'un président. Nous le remettrons ou à son cabinet ou à son bureau de courrier. L'essentiel pour nous, c'est d'envoyer ce document dès le lundi à la présidence de la République. Nous souhaitons que ce gouvernement réussisse sa mission. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Nous ne sommes pas là pour brûler ce pays. Nous ne sommes pas des nihilistes. Nous sommes une opposition constructive. Retenez-le bien. Nous ne parlons pas d'opposition républicaine. Nous parlons d'opposition constructive. Parce que l'opposition républicaine veut dire si c'est bon, tu dis que c'est bon. Si c'est pas bon, tu dis que c'est pas bon. Nous ne sommes pas dans ça. À chaque fois que nous critiquons, c'est pour faire une proposition à la place. Si nous n'avons pas de proposition, nous nous taisons. Et nous cherchons des propositions. C'est ça l'opposition constructive. Donc, en tant qu'opposition constructive, Inch'Allah, nous allons nous rendre à la présidence lundi à 12h, président Saher, pour remettre ce dossier au président de la République. Voilà, mesdames, messieurs de la presse, ce que nous avons tenu à vous livrer, en vous remerciant encore une fois de votre présence.